Moi, je dirais que depuis 2018, donc ça fait 7 ans que je vis avec l'endométriose, je dirais que les douleurs, elles ont augmenté. J'ai du mal ici à m'asseoir. Il y a des positions qui sont inconfortables. Au quotidien, il y a des postures de sommeil qu'on arrête. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour passer ces 4 ans. Est-ce que j'ai mes protections? Est-ce que j'ai ma bouillotte? Est-ce que j'ai mes antidouleurs? Il faut que je me couche de telle façon. Donc, en fait, on se prépare. On est tout le temps aux aguets. Docteur Vastine, est-ce que l'endométriose peut avoir un impact sur la vie quotidienne des patients? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui. Réfléchissez, toutes ces filles qui sont dans les villages. Vous pensez qu'elles savent? Qui abandonnent l'école, oui. Qui sont silenciées par les familles, on leur dit... Ce sont des paresseuses. Nous aussi, on est passé par là, ça va aller quand tu vas te marier. Dame Esther, quel est vraiment l'impact dans votre vie quotidienne? Je ne me projette plus aussi loin. C'est-à-dire que si je me lève le matin et que je suis en bon état, que je fais ce que j'ai à faire, que le soir je me couche bien, que la semaine elle passe, je suis contente. Et donc c'est ça. Et c'est ça même l'objectif du message d'aujourd'hui, parce qu'on veut que les gens soient informés par rapport à cette maladie qui n'est pas hystérique, qui n'est pas une maladie de la psychiatrie, qui est réelle. Si la médecine dit que c'est superficiel, mon corps me dit autrement. Voilà, donc c'est des montagnes russes. Vraiment, c'est toute une aventure. Et enfin, je dirais aux autres femmes qui vivent avec ces douleurs-là, qu'elles soient diagnostiquées ou pas, vous n'êtes pas seules. Mais ça commence par soi, ça commence par vous. Appelez à l'aide, il n'y a pas de mal à se faire aider. Magazine Santé Burundi TV. Aujourd'hui, c'est une belle occasion. C'est une émission très spéciale, là où on va vous parler. Une émission qui va porter sur une maladie qui est mal connue au Burundi et même à l'échelle internationale. On va parler sur l'endométriose. Vous connaissez très bien. C'est encore une fois, c'est Tiffany O'Keefe, votre journaliste sur le magazine Santé Burundi, et également infirmière hospital. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec Docteur Vastine. Ce n'est pas la première fois ici dans le studio de magazine Santé Burundi. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Divin. Comme il l'a dit, c'est pas la première fois que je puisse participer à une émission organisée par magazine Santé Burundi. Donc, je suis Dr Vastine Nyonsenga Toyota, gynécologue à Kira Hospital. Je suis aussi collègue à Divin. Oui. Et donc, pour moi, ça a été un plaisir de me retrouver encore au sein de ces studios pour pouvoir informer la population par rapport à une maladie, sur une maladie qui n'est pas bien connue, que ce soit ici au Burundi, même dans le monde entier. Raison pour laquelle même le 7 mars, à la veille de la journée internationale du 8 mars, nous avions aussi voulu parler de cette maladie, parce que c'est une maladie qui est là, mais que les gens connaissent mal. Et c'était un plaisir, au fait, de pouvoir me retrouver encore, pouvoir parler de cette maladie et informer encore une grande partie de la population par rapport à cette maladie. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je ne suis pas seulement avec docteur Vastine, je suis avec Christella. Il y a docteur Christella ici à côté de moi. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, Divin. Oui, c'est la première fois ici à Studio de magazine Santé Burundi. Oui, c'est la première fois de découvrir le magazine et de savoir que il y a une chaîne qui est dédiée qu'à la santé, ça fait plaisir. Mais comme Dr Vastine m'en avait parlé dans la continuité de la conférence du 7 mars, je suis très contente d'être ici parce que même si c'est moi qu'on va voir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de mes sœurs qui vivent comme moi avec cette maladie-là. Donc, je suis ravie de votre invitation. Oui. Merci beaucoup, docteur Christella. Est-ce que, parce qu'il y a plusieurs personnes qui le regardent maintenant et qui ne le connaissent pas. Ah oui, c'est vrai. Qui est docteur Christella? Alors, je m'appelle Christella Maliza Kwizera. Je suis docteur en sociologie. Oui. Voilà. Je ne suis pas dans la médecine. Moi, j'essaye de soigner les sociétés.
de comprendre dans quelle société nous vivons. Ça, c'est la partie recherche. Mais sinon, j'enseigne à l'Université du Burundi dans le département de socio-anthropologie. Et je suis plutôt nouvelle, donc pour les gens qui connaissent que l'Université du Burundi, apparemment, c'est une institution qui a formé beaucoup. Voilà. D'accord, bien. J'avais commencé tout d'abord avec Dr. Vastine. Dr. Vastine, est-ce qu'on peut avoir une définition de l'endométriose? Donc, l'endométriose, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie qui concerne une des couches de l'utérus. En fait, l'utérus, c'est parce qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir projeter. Oui. L'utérus a 3 couches. 3 couches. Oui. Il y a une couche qui est à l'extérieur. Quand j'explique aux malades, j'aime dire que c'est comme un petit sachet qui couvre les muscles. Maintenant, la couche extérieure, il y a la couche extérieure, il y a une couche qui est au milieu, qui est les muscles, qu'on appelle myomètre, et il y a une couche interne c'est une muqueuse qu'on appelle endomètre. Donc, c'est l'intérieur du muscle de l'utérus. C'est cette couche-là, sous l'influence des hormones, chaque mois, cette couche va saigner et quand bien sûr la femme ou la jeune fille est en période où elle doit avoir ses règles, va saigner chaque mois et produire les règles. Maintenant, l'endométriose, c'est quand on a cette couche interne de l'utérus, les cellules de cette couche interne qui vont se retrouver dans d'autres endroits. Ça peut être à l'intérieur du muscle, ça peut être au niveau de la couche là extérieure, le petit sachet dont je vous ai dit, il y a une couche extérieure qui couvre l'utérus, qui couvre aussi tous les autres organes dans le pelvis, les intestins par exemple, qu'on appelle la séreuse. Ça peut se retrouver aussi dans d'autres endroits hors de l'utérus et entraîner une maladie. Et cette maladie va plus... En fait, c'est un rapport avec les cycles menstruels. Donc, c'est une maladie qui est chronique parce que comme c'est un rapport avec le cycle menstruel, ça sous-entend que la maladie partira à la ménopause, quand la femme ne peut plus voir ses règles. Oui, donc c'est une maladie chronique, oui, qui aujourd'hui est mal connue. Docteur, est-ce qu'il y aurait des causes spécifiques de cette maladie? En soi, c'est ça, au fait, la problématique. Aujourd'hui, il n'y a pas de causes directes, d'où même la difficulté de dire qu'on peut prévenir. Il y a bien sûr plusieurs aspects, on peut dire des situations, des problèmes. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs liés à l'environnement. Il y a plusieurs facteurs qui sont tout autour de cette maladie, ce qui limite la prévention. Bien sûr, il y a la recherche. Dans des pays où il y a cette possibilité, il y a la recherche aussi qui s'investit autour de cette maladie pour que les gens comprennent mieux. Et avec ça, ça aidera à mieux prendre en charge les maladies. Il n'y a pas de cause directe, sauf quelques cas exceptionnels rares où il y a l'endométriose secondaire à une opération. Ça peut arriver parce qu'on en a déjà vu et eu des patientes qui ont eu de l'endométriose. C'est quand on a touché sur l'utérus et puis ces cellules-là vont être déplacées au cours d'une opération, par exemple une césarienne, et se retrouver à d'autres endroits. Oui, là, on peut dire que la patiente a fait son endométriose peut-être au niveau de la paroi abdominale suite à son opération, mais ce sont des cas rares. Mais la plupart, l'endométriose en soi, il n'y a pas en soi des causes directes à ça. Monsieur le docteur, à ce point, est-ce qu'on peut savoir, y aurait-il combien de types d'endométriose selon la localisation? Alors, selon la localisation, il y a ce qu'on appelle l'endométriose interne. Communément, dans les termes médicaux, on dit adénomiose. C'est quand l'endométriose va se situer dans le muscle lui-même de l'utérus. Vous comprenez que quand il y a l'endométriose, à chaque fois que le corps se prépare pour avoir les règles, il y a déjà les douleurs qui vont commencer. Et quand il y a les règles, les douleurs s'accentuent parce que ce sont des cellules, ce sont
devrait saigner quelque part et être évacué par voie vaginale, mais imagine si ça se retrouve dans le muscle, ça ne trouve pas où passer, ça se retrouve au niveau de la couche, là je vous ai dit au niveau ça peut se retrouver au niveau des intestins, ça crée des douleurs, ça va créer des douleurs. Donc il y a l'endométriose interne et il y a l'endométriose qu'on peut retrouver au niveau de beaucoup d'organes. On peut retrouver ça au niveau des trompes, on peut retrouver au niveau des ovaires, et au niveau des ovaires ça crée des kystes. Ça peut se retrouver au niveau des intestins, ça peut se retrouver au niveau des diaphragmes. Le diaphragme, c'est la séparation, c'est entre les poumons et la cavité. Il y a d'autres localisations qu'on peut retrouver aussi au niveau du vagin, au niveau dans le rectum. Et pendant les règles, la personne peut avoir du sang, peut avoir des selles mélangées à du sang. Dans la vessie, ça peut se retrouver, des fois, il y a des cas rares exceptionnels au niveau du nerf sciatique, au niveau du cerveau. Ce sont des cas rares qui ont été documentés, mais ça peut se retrouver à plusieurs endroits. Docteur Christelle, notre médecin vient de dire il y a la définition, il y a les différents types, c'est même la localisation. Concernant votre cas, est-ce que il y a un message jusqu'à ce niveau pour qu'on puisse continuer? Oui, déjà, elle l'a très bien expliqué. Oui. Donc, je peux dire que moi, mon endométriose, elle est interne. Donc, j'ai l'adénomiose. Et je l'ai depuis la première douleur intense, je l'ai depuis 2018, octobre 2018. Et les douleurs, comme elle l'a expliqué, elles commencent avant, pendant et après, vraiment au niveau du cycle menstruel. Après, il y a des douleurs du quotidien. Je pense qu'en fonction de là où est localisée l'endométriose, je ne sais pas si on a toutes des douleurs diffusées de la même façon, mais moi je sais que du fait que c'est l'adénomiose côté gauche, oui. J'ai mal souvent tout le côté gauche. Ah bon? Le bras, oui. La jambe, c'est même une expression entre femmes qui ont ça. Oui. Anglophones, ils disent souvent the leg pain. Après, il y a le ventre qui est tout le temps gonflé, tout le temps. Et pendant ces périodes-là, prémenstruelles, menstruelles et post-menstruelles, alors on dirait qu'il y a une petite grossesse, mais en fait, c'est juste que... Bon, elle pourra peut-être donner les termes vraiment ou les raisons médicales, mais le ventre est tout le temps ballonné, les douleurs dorsales, thoraciques, les migraines. En fait, je pense qu'il y a des douleurs de toute femme qui a ses menstrues, les petites fatigues, les migraines, mais dans le cas de l'endométriose, c'est triplé, quadruplé et une grosse fatigue. Une grosse fatigue. Tout le temps. Vous pouvez dormir 12 heures, mais on a l'impression que vous n'aurez pas dormi. Voilà pour résumer. Merci beaucoup. Et quels sont vraiment les signes cliniques, les symptômes d'une endométriose pour qu'on puisse bien comprendre ce que le docteur Christelle vient de nous dire? Donc, le signe principal, c'est la douleur. La douleur qui va survenir soit avant les règles, pendant les règles et après. Surtout, oui. Surtout, ce sont des douleurs tellement invalidantes qui vont être atroces et empêcher la personne à vaquer à ses occupations. D'autres, ça peut être les douleurs pendant les rapports sexuels, les douleurs au moment d'aller à selle. Donc, dans la plupart des cas, vraiment, la douleur, elle est là. Bien sûr, quand elle est localisée au niveau du nerf sciatique, ça va être les douleurs, bien sûr les douleurs pelviennes, mais aussi une sciatique une sciatalgie, donc les douleurs sciatiques qui vont revenir chaque mois pendant les règles. Bien sûr, il y a aussi ces saignements-là. Les saignements, en fonction de là où est localisé, les saignements qui peuvent venir aussi en dehors des règles. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont découvrir leur endométriose aussi suite à un problème de fertilité. Quand on n'arrive pas à avoir un bébé et quand on investigue, on trouve à côté que c'est l'endométriose qui est responsable de ça. Environ
dans les couples infertiles chez la femme, on trouve environ dans 35% des cas, c'est l'endométriose qui est la cause de cette infertilité. Parle-moi de cette expérience de la vie pendant les douleurs, pendant les règles, avant et après. Moi, je dirais que depuis 2018, donc ça fait 7 ans que je vis avec l'endométriose, je dirais que les douleurs, elles ont augmenté au fil des années. Et puis, pour moi, il y a 2 types de douleurs. Il y a cette douleur pelvienne qui commence, comme j'ai dit, le côté gauche pour prendre toute la ceinture jusqu'au niveau du dos, les lombaires. Mais alors, celle-là, la mienne, elle est souvent matinale, le matin ou vers tard le soir, quand c'est la semaine du syndrome prémenstruel. Après, il y a d'autres douleurs au quotidien. Par exemple, je suis en train de marcher et j'ai du mal ici à m'asseoir. Il y a des positions qui sont inconfortables. Au quotidien, il y a des postures de sommeil qu'on arrête. Dormir sur le ventre, depuis 5 ans maintenant, je peux plus. Après, il y a toujours des fois quand c'est la jambe ou le bras gauche. En fait, je suis gauchère ou ambidex, donc des fois j'ai du mal à écrire. Et quand je suis trop longtemps assise, j'ai des lourdeurs dans les jambes. Donc ça, c'est des choses, quand on dit endométriose, on pense gynécologie. Mais après, il y a tous ces impacts sur le quotidien. Comme l'a dit Dr Bastine, là, vraiment, il y a des douleurs invalides, des douleurs et des inconforts invalidants. Et c'est pas quelque chose qu'on peut forcément expliquer. Elle a parlé des douleurs pendant, quand vous allez aux toilettes, il y a toujours ce trouble urinaire. C'est-à-dire que vous allez aux toilettes, vous buvez un petit peu, vous allez aux toilettes. Pendant les règles, tous les besoins, donc au niveau des toilettes, c'est douloureux. Donc je dirais ça. Il y a beaucoup de contraintes. Je ne peux pas rester debout longtemps. Mais je pense que, en tout cas moi, dans mon expérience de patiente, j'ai longtemps mis du temps pour associer ça à l'endométriose. Parce qu'on m'avait dit l'endométriose c'est la gynécologie, ce sont des règles. Et même pour que je puisse avoir un diagnostic, je suis d'abord allée voir un médecin généraliste. Et je lui disais, mais moi en fait j'ai très mal aux jambes, j'ai mal dans mes articulations. C'est quoi le problème? Et elle m'avait renvoyée à l'époque. Et c'est une sage-femme qui a fait un examen gynécologique, qui a soupçonné quelque chose, qui m'a envoyé faire une échographie suivie d'une IRM. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce mot endométriose, donc 2022, alors que la première douleur, qui était juste pelvienne, s'est déclarée en 2018. Donc je dirais que au fil du temps, on apprend encore sur sa maladie ou son quotidien. Et donc je dirais qu'à ce stade, moi, les douleurs deviennent... En fait, quand vous avez... Par exemple, si j'ai eu mal le mois d'avant, mon cerveau a enregistré cette douleur. Et le mois d'après, je commence à anticiper. Même si j'ai pas mal, je commence à me préparer quand je vois les jours arriver. Donc il y a ce côté-là, cette anxiété plus ou moins régulière. Est-ce que j'ai mes protections? Est-ce que j'ai ma bouillotte? Est-ce que j'ai mes antidouleurs? Il faut que je me couche de telle façon. Donc, en fait, on se prépare. Enfin, on est tout le temps aux aguets. Voilà. Moi, je travaille aux urgences. Il y a des jeunes filles qui arrivent aux urgences avec des douleurs lombo-pelviennes et on donnait tous les antalgiques. Mais la douleur ne cédait pas. Et les médecins, les infirmiers, ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quel message pouvez-vous donner aux médecins généralistes qui sont à l'intérieur du pays, ou bien qui sont dans les hôpitaux publics, ou bien dans d'autres cliniques, pour quand même qu'ils puissent bien diagnostiquer, pour qu'ils puissent bien voir en temps cette maladie, parce que c'est une maladie très dangereuse. En fait, pour le message que je peux passer, c'est que ce n'est pas normal d'avoir mal, pour ne pas dire très mal, pendant les règles. On doit s'interroger, c'est pas seulement au personnel soignant, mais aussi à la famille. Bien sûr, depuis l'Antiquité, l'endométriose est une maladie qui était mal connue, donc elle était attachée à la psychiatrie,
Et aussi, ils ont parlé de syndrome H. Le syndrome H, l'hystérie en soi, c'est pour dire que la personne là simule, somatise ou simule ces douleurs que ce n'est pas réel. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce sont des personnes qui souffrent à la fois physiquement, mais aussi psychologiquement. À voir que l'entourage aussi ne reconnaît pas, ne les soutienne pas pendant leur maladie. Et donc, quand il y a même une jeune fille ou une femme, parce que ça peut se déclarer même après, chez une femme qui a déjà accouché, cette semaine, j'en ai eu une patiente comme ça, une femme qui a très mal pendant les règles ou une jeune fille. On doit s'interroger et penser à ça. Bien sûr, on ne va pas déclarer que toutes les filles ou femmes qui ont des douleurs pendant les règles ont de l'endométriose. Mais on devrait consulter parce qu'aussi quand on diagnostique tôt la maladie, même la prise en charge est mieux parce que même la personne est rassurée de savoir qu'on ait mis un mot sur sa maladie, sur cette souffrance physique que la personne a. Et ça permet aussi un bon accompagnement du personnel soignant. Par exemple, aujourd'hui, quand une personne est connue, qu'elle a sa maladie, on ne va pas reprendre tout son interrogatoire dès le départ. On sait à telle maladie. Donc, tel est dans le coma, on connaît qu'il est diabétique. On va savoir, on va se dire c'est soit l'hypo ou l'hyperglycémie. C'est ça le premier réflexe que les personnels des urgences vont avoir. Quand on sait que tel a l'endométriose, elle arrive. Et je pense maintenant, là où je travaille, il y a certaines personnes, on connaît déjà leur situation et même la prise en charge est rapide et facile. Et c'est ça au fait aussi qui est observé. Il y a beaucoup d'errance chez les patientes ainsi que les diagnostics. Et le diagnostic devient tardif. Et souvent, on va diagnostiquer quand on est au stade des complications. Et donc c'est ça. Et c'est ça même l'objectif du message d'aujourd'hui, parce qu'on veut que les gens soient informés par rapport à cette maladie, qui n'est pas hystérique, qui n'est pas une maladie de la psychiatrie, qui est réelle et qui impacte beaucoup sur la vie des patientes. En tout cas, sur ce point, je voudrais savoir quels sont les examens à poser pour bien diagnostiquer, pour avoir un diagnostic de l'endométriose. Bon, ce qu'on peut conseiller avant de penser à l'examen, c'est que toute personne, quand on a quelque chose qui vous inquiète, quand vous avez des règles douloureuses, quand vous avez tel signe, il faut consulter un médecin. Il faut consulter un médecin, un gynécologue précisément. Bon, on peut faire de l'échographie. On peut faire de l'IRM. Oui. Bon, il y a d'autres techniques de la chirurgie, c'est la cystoscopie, qui peut aussi compléter. La cystoscopie, c'est l'opération sous caméra qu'on peut utiliser pour pouvoir localiser les lésions, pour localiser les lésions qui sont dans l'abdomen. Bien sûr, aujourd'hui, je pense que ça doit être en 2024, il y a un test qui a été introduit en France qui n'est pas qui n'est pas douloureux en soi. C'est au niveau mondial, il y a certains pays qui sont en train d'utiliser ça. C'est un test, le test salivaire, qui permet à diagnostiquer précocement cette maladie. Mais nous, on n'en est pas encore là, donc on espère que ça viendra aussi ici chez nous. Oui, pour que chacun sache, j'ai cette maladie ou je ne l'ai pas. Et quand je l'ai, je me fais soigner, je me comporte comme ci, comme ça. Oui. Madame Christina, ça veut dire, est-ce que pour vous, combien de temps a-t-il fallu pour obtenir votre diagnostic? Il a fallu 3-4 ans. 4 ans. Et je fais partie des chanceuses. En moyenne, c'est 7 à 10 ans. C'est vrai. Et justement, c'est là, comme elle le dit, c'est où ça peut prendre 7 à 10 ans. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Réfléchissez, toutes ces filles qui sont dans les villages. Vous pensez qu'elles savent? Qui abandonnent l'école. Oui. Qui sont silenciées par les familles où on leur dit... Ce sont des paresseuses.
Nous aussi, on est passé par là. Ça va aller quand tu vas te marier. En fait, c'est pas tant que la patiente, enfin, la personne qui a ces douleurs-là, c'est pas tout le temps de sa faute. Parce que on est dans un environnement, déjà, c'est une maladie invisible. Parce que ça, c'est humain. Si je vous dis que j'ai une blessure ici, vous allez la voir et comprendre que c'est grave. Mais ça saigne, c'est intime, donc c'est de l'ordre de l'intime. Et puis il y a aussi le facteur culturel où même moi, j'ai grandi en associant règles douloureuses à une certaine normalité. On prenait des ibuprofènes et on continuait la vie. Mais c'est juste parce que il y a cette culture annuellement d'aller voir le gynéco. Et j'ai pas pu avoir de gynécologue parce que je sais pas comment ça se passe au Burundi, mais ailleurs ça prend du temps. Il faut 6 à 8 mois pour avoir un rendez-vous gynécologique. Et c'est parce que donc j'ai pensé, enfin je me suis dit tentons ailleurs. Donc j'ai été chanceuse, j'ai été diagnostiquée. Mais des fois, des témoignages que j'ai d'autres amis qui ne sont pas forcément burundaises. Quand vous êtes déclaré à l'adolescence, 12-13 ans, mais là, on vous écoute pas du tout. On vous dit, non, mais arrêtez de faire semblant. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas juste un combat pour nous. Il faut que nos familles soient familiarisées à cette éventuelle problématique. Il faut que les institutions, parce que là, par exemple, il y a une loi qui est passée en France dans la même veine que le test salivaire, où c'était très drôle et j'ai trouvé que ça très bien en imaginant peut-être faire la même chose avec les députés burundais. On leur a mis des électrochocs simulant les douleurs des règles. Et on leur a fait lire le texte de loi qui devait passer. Et on voyait des hommes adultes se tordre de douleur. Et à la fin, la députée qui a soumis la loi à l'Assemblée française, elle a dit « Alors, que pouvez-vous dire maintenant ?» Ils ont dit vraiment, vous souffrez et je vais soutenir cette loi. En fait, tant que c'est pas visible ou ressenti, les gens ne comprennent pas. Et il y a aussi le fait, je pense qu'au Burundi, plusieurs générations de médecins sont des hommes qui ont été formés à l'étranger, certes, mais le chapitre sur l'endométriose, il n'a été introduit en France, par exemple, qu'en 2019. C'est vrai que tous les médecins qui ont officié avant n'avaient peut-être pas cette compréhension. Donc, vous imaginez que ces personnes-là, burundaises, ont été formées dans ces époques-là. Donc, j'ai envie de dire, c'est normal qu'elles ne comprennent pas. Après, il y a notre culture de la pudeur. Comment vous allez parler de règles à un monsieur de 45 ans, 50 ans, quelque chose que même votre père ne sait pas. Donc, je crois que moi, j'ai été la plus chanceuse parce que j'étais bien entourée et que je me suis documentée. Et que j'ai fait suffisamment de bruit à des personnes qui ont daigné m'écouter. Voilà. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour passer en gros ces 4 ans. Vous étiez ici au pays? Non. J'étais à l'étranger et ça coïncidait avec le Covid. Mais comme en fait, la douleur, elle a été débilitante. Des fois, j'avais cette fatigue chronique qui commence par la culpabilité. Donc, je devais aller travailler et j'annulais. Vous avez rendez-vous professionnel, vous dites que vous pouvez pas dire que vous êtes fatigué. Donc, je me suis dit, il faut très tôt que j'ai une information tangible pour pouvoir aller me justifier. Donc, j'ai commencé ces démarches-là et le Covid a été un peu une chance parce qu'on était en télétravail. Donc, je pouvais dormir à pas d'heure. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, mes cheveux ont commencé à tomber. Alors que, bon, d'habitude, mes cheveux ne tombent pas. Et on a vu que j'étais très anémiée. Donc, mais jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas d'endométriose encore. Donc, c'est quand j'ai eu l'IRM et le gynécologue l'IRM, l'échographie pelvienne, c'était un gynécologue qui était spécialiste de l'endométriose. Donc, je suis allée dans un département spécialisé pour l'endométriose. Et là, malgré tout, il m'expliquait, je disais là, mais de quoi il me parle? Il a osé me dire, docteur Westin, que mon endométriose est superficielle. J'étais là, mais superficielle, mais alors pourquoi j'ai autant mal? Et c'est en échangeant avec d'autres personnes, je me suis dit, bon, si la médecine dit que c'est superficiel, mon corps me dit autrement. Voilà, donc c'est des montagnes russes, vraiment, c'est toute une aventure. Et docteur, une fois diagnostiqué l'endométriose,
pour vous les médecins, quel est votre traitement que vous proposez à nos patients, à nos cousins, à nos amis? D'abord, comme j'ai dit, les signes principaux, c'est la douleur. Oui. Et donc, on peut agir sur la douleur en donnant des médicaments contre la douleur. Et aussi, il y a des traitements des hormones qu'on peut donner, comme on a dit, tout en rapport avec les cycles menstruels. Bon, je ne veux pas entrer trop en détail, mais c'est surtout à ce niveau-là. Bien sûr, il y a aussi cet aspect-là de la fertilité. Il y a d'autres... Si l'endométriose entraîne une infertilité, il y a d'autres possibilités pour aider la femme à avoir des enfants. Ça fait partie de la prise en charge. Bon, il y a la chirurgie, les opérations. Par exemple, les personnes qui ont des gros kystes, des kystes qui font très mal et qui sont gros, on doit les enlever. Oui, et également, il y a aussi la procréation médicalement assistée, qu'on appelle communément fécondation in vitro, qui est utilisée pour aider ces personnes avec l'endométriose. Mais à côté de cela, il y a aussi l'aspect psychologique, la prise en charge psychologique de ces patientes. Bien sûr, ici chez nous, on n'a pas cette habitude-là. Et je peux dire l'endométriose, tellement c'est une maladie qui est complexe, elle fait intervenir beaucoup de médecins. C'est qu'on dit la prise en charge pluridisciplinaire. Parce que si l'endométriose se situe au niveau des intestins et il faut opérer, ce n'est pas le gynécologue qui va soigner, c'est le chirurgien. S'il entraîne des problèmes au niveau digestif, on va recourir au gastro-entérologue. Même oui, il y a de ces personnes où on a eu à poser le diagnostic d'endométriose parce que on leur a fait la coloscopie pour savoir pourquoi cette personne a toujours mal, a des douleurs abdominales, ou cette personne a des saignements quand elle part à selle. Et c'est le gastro-entérologue qui va venir, qui va dire « Moi, je vois, il y a de l'endométriose. » Et là, la personne peut aller maintenant chez la gynécologue. Et des fois, comme on en a dit, il y a de l'errance diagnostique. On peut chercher à attacher les douleurs. Oh non, j'ai des problèmes d'intestin. Mais c'est après autant de jours qu'on se retrouve, on dit non, ce n'est pas un problème d'intestin, comme on est une colopathie, mais c'est un problème d'endométriose qui se localise au niveau des intestins. Oui, donc en soi, c'est ça. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire, va intervenir gynécologue, gastro-entérologue 2 fois. Et si ça se situe au niveau du nerf, je vais l'envoyer aussi et intéresser le neurologue, si c'est au nerf sciatique. Et si ça nécessite les chirurgiens, en fait, en soi, c'est ça. Et les psychologues, j'insiste là-dessus. Mais... C'est là. Vraiment, pour vous, quel a été votre pouvoir? C'est ce que je me dis. Alors moi, il y a eu très tôt le psychologue. Psychologue, très tôt? Oui. Alors, vous avez marché ensemble? Non. Je suis tombée en dépression parce que j'avais pas les mots, je comprenais pas et j'étais dans un milieu... J'étais vraiment à la fin de ma thèse. Il fallait terminer, il fallait finir. Oui. Et je me souviens que jusqu'à la veille de ma soutenance, je me suis dit je vais pas y arriver. Parce que j'allais toujours aux toilettes en plus, donc je me disais mais comment je vais... Et j'avais très mal à la jambe. À l'époque, j'avais un petit bâtonnet pour m'aider à monter l'escalier parce que j'avais vraiment mal à la jambe. Et donc je suis allée voir une thérapeute, mais c'était pas... Après, émotionnellement, je reconnaissais pas que j'avais besoin d'un psychologue ou d'une thérapie parce que c'est comme si... Je suis quand même africaine, je suis burundaise, on va pas voir les psychologues, on est des gens bien et forts. Donc, je suis allée. Et à l'époque, j'habitais pas avec ma famille. Et comme ils ne me voyaient pas, ils ne comprenaient pas. Et en Afrique, quand on veut soutenir ses enfants, on les pousse un peu trop au lieu peut-être de les soutenir. J'avais par exemple des mots du genre « Non, tu es très forte, tu l'as toujours été, tu vas y arriver ».
Mais moi, tous les matins, je pleurais, en fait. J'étais en larmes. Et je suis allée voir donc le psychologue je me suis dit, je vais vous voir 2 mois, peut-être pour comprendre moi ce qui m'arrive. Et à l'époque, je pense que Dr Bastine aussi pourra me compléter. J'étais sous un traitement hormonal. J'avais lu la notice, mais je pense que le passage irritabilité, changement d'humeur, je l'avais oublié. Donc, il y avait aussi ma propre tristesse, mes douleurs, mais le traitement que je suivais me rendait aussi, je broyais du noir. Donc, j'ai très tôt donc été en thérapie. 2022, toute l'année 2022, et j'ai arrêté de travailler. Oui, j'ai arrêté de travailler parce que j'avais des saignements tout le temps et j'avais tout le temps mal au dos. Et je me suis dit, 2022, je vais travailler 6 mois pour mettre de côté. Et les autres 6 mois, je vais rester à la maison, être malade. Et donc, on passe vraiment par toutes ces étapes-là. Donc, elle parlait de fertilité. Je pense que, enfin, dans mon cas, du moins personnel, c'est l'endométriose a fait que je ne le vois pas vraiment. C'est-à-dire que on a tous des rêves, on a tous des attentes, mais cette maladie, en fait, c'est comme si elle se mettait au milieu du chemin et je ne me projette plus aussi loin. C'est-à-dire que si je me lève le matin et que je suis en bon état, que je fais ce que j'ai à faire, que le soir je me couche bien, que la semaine elle passe, je suis contente. Voilà. Donc, histoire de gérer mon anxiété. Docteur Bastine, est-ce que l'endométriose peut avoir un impact sur la vie quotidienne des patientes? Ah oui, hein. C'est une maladie qui impacte tellement la vie des gens. Et bon, comme elle l'a dit, elle est là, mais elle représente beaucoup des femmes et filles. Hein. Et elle est là pour les représenter. Oui. Ça impacte négativement, que ce soit sur la vie sociale. Oui. Imaginez, quand on n'est pas d'abord accepté dans sa société, ou quand tout le temps un parent doit se retrouver aux urgences avec son enfant. Elle, peut-être, elle doit travailler. Je dis par exemple que ce soit la fille ou la maman qui a accompagné sa fille. Ça impacte aussi sur les plans économiques. Se faire soigner ou poser les diagnostics, ça demande des moyens financiers. Et ce sont des malades qu'on peut voir régulièrement chaque mois à l'hôpital pour un traitement. Ça va impacter sur la vie du couple. Oui. Quand la femme a des douleurs pendant les rapports. Et donc, vous comprenez, ça fait partie de l'intimité du couple. Et il peut y avoir des infidélités suite à ça. Il peut y avoir des divorces suite à ça. Également aussi sur la fertilité. On connaît que quand il y a un problème de fertilité dans un couple, ça a beaucoup aussi d'impact. La fertilité à elle-même, elle va impacter que ce soit sur les plans psychosocial, sur les plans économiques. C'est pas tout le monde qui aura les moyens, au moins ici. Bon, je peux dire ici chez nous pour se payer la fécondation in vitro en Europe, et ils ont c'est couvert par la sécurité sociale. Oui. Ça va impacter aussi sur le plan physique. Et ces douleurs dont elle parle, qui vont leur empêcher d'aller travailler. Ça entraîne la fatigue parce qu'elle ne dort pas. Le temps où il y a un petit répit, c'était le moment d'aller travailler. Oui. Il y a de ces femmes qui sont chassées de leur travail parce que chaque mois, pendant les règles, elles doivent s'absenter. Il y a de ces filles qui abandonnent les études. Je veux parler, par exemple, à l'intérieur du pays où, d'abord, la culture elle-même, bon, comme on a dit, c'est un rapport avec l'intimité. Il y a cette pudeur-là. Et même des fois où tu as peur même de dire à tes parents, à ta famille que tu as les règles, ou tu as ça très... Et quand tu veux parler, ta maman elle-même te dit, ça on ne dit pas. Il faut
il faut se taire. Après, la personne qui souffre tellement, je veux parler des filles de l'intérieur du pays qui n'ont pas accès même aux médicaments. Elles vont rester au lit et elles vont être catégorisées des paresseuses. Là, il y aura pas même un prétendant, un homme qui va venir l'épouser. Oui. Et elles vont maintenant aller en dépression. Et là, je vais parler aussi de l'impact psychologique qu'il y a de la dépression. Et bon, peut-être elle va en parler. Elle en a évoqué même que ça, c'était son premier traitement, c'était sa première thérapie. Il y a la dépression, la personne est angoissée. Il y a tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'impact négatif. Et c'est même pour ça qu'on veut parler de cette maladie pour informer, au moins essayer un peu de soulager et diminuer certains impacts au niveau de cette population-là, de ces femmes et de ces filles qui souffrent de cette maladie. Madame Esther, quel était vraiment l'impact dans votre vie quotidienne? Le retard professionnel. C'est-à-dire que je disais tout au début, je me présentais comme chercheur. Il y a des contrats que j'ai dû laisser passer parce que je ne pouvais pas tout cumuler. Oui. C'est-à-dire, il y a une vie sociale à laquelle je ne prétends pas parce que voilà. Après, ça fait 7 ans, je ne me dis pas experte, mais je pense que le chemin psychologique vers l'acceptation. Oui. Bon, pas tous les jours, il y a des jours avec et des jours sans. Oui. Mais je sais que c'est professionnellement, je ne vis pas toujours bien quand je m'absente, de sorte à ce que il y a des cours que je peux pas assurer toute la journée, par exemple. Après, là, j'aimerais aussi attirer l'attention sur les vécus des autres femmes avec qui je discute, avec qui on échange. Oui. On se rend vraiment compte que la douleur physique l'impact émotionnel a le même impact sur les femmes que la douleur physique. Sinon, pire. Parce que quand vous avez une douleur physique, le médecin vous dit « j'ai mal ici », il peut agir. Oui. Mais quand vous avez de l'anxiété, de la fatigue chronique, de la fatigue parce que vous n'avez pas dormi, la peur de perdre votre emploi, de l'avoir perdu, la peur de perdre votre mariage, de tout perdre en fait, tout ce qui vous constitue comme individu. Et je crois que c'est ça qu'on rajoute à la douleur physique parce qu'on nous dit ne stressez pas. Essayez de maintenir de rester zen, mais on ne peut pas l'être si on a mal. Oui. Et si on est dans un environnement où on peut pas en parler. Donc je dirais que le quotidien des femmes qui vivent avec ça, en tout cas celles avec qui je suis en discussion ici au Burundi, parce qu'on est un petit groupe maintenant, on se rend compte que on essaie de se soutenir, mais des fois on est tellement prise dans nos propres douleurs c'est compliqué. Après, l'impact économique est vraiment, vraiment réel. Elle est vraiment réelle parce qu'il y a les soins, il y a les consultations. Et puis, il y a aussi l'angoisse qui fait que il faut que j'aille voir le médecin. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Des fois, parfois, c'est plus de peur que de mal, mais Oui. le quotidien, il est vraiment parfois lourd. Oui. Voilà. Bien. Et quelles ont été vraiment les stratégies que vous avez mises en place afin de pouvoir gérer votre douleur ou bien d'autres symptômes? Alors, il y a 3 aspects. Le sport, une marche, en tout cas rester en mouvement parce que j'ai lu quelque part... Ça faisait pas mal à nous. Non, quand je dis sport, ça va être... c'est pas la gym tonique, c'est la marche, c'est la randonnée. En fait, il faut rester en mouvement apparemment pour éviter que les cellules grossissent. Elle va mieux l'expliquer que moi, je pense. Voilà. Mais en tout cas, je sais que quand je marche, les douleurs diffuses dont je parlais au début, dans le thorax, les épaules, la jambe, elles ont tendance à diminuer. Voilà, donc j'essaie de marcher une demi-heure à 45 minutes tous les jours. Le repos. Moins de 8 heures de sommeil, j'ai des migraines, j'ai mal. Ah oui. Je me permets... Bon, le week-end, c'est là où je dors pleinement. Après, c'est l'alimentation.
alors là, un appel. Regarde bien les caméras. Un appel. Parce que si j'ai eu mes douleurs chroniques ont augmenté, c'est vraiment l'alimentation au Burundi. Ah, l'alimentation. Parce que je ne me prétends pas nutritionniste, mais je pense qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a autant de femmes, mais il y a certains points communs. Les intolérances alimentaires, que ce soit le gluten, que ce soit... Donc gluten, c'est tout ce qui est farine de blé et aliments transformés, les beignets, les chapatis, les pilau, l'huile de tournesol. Pour moi, franchement, j'ai mangé ça régulièrement pendant 6 mois sans m'en rendre compte. Les samoussas, toutes ces petites choses dans la rue qui vous appellent, les boissons sucrées, braroudi, s'il vous plaît, il faut diminuer. Les feuilles de manioc, ce ne sont pas des légumes. Non. C'est des légumes. Voilà. Les vrais légumes, c'est ce qu'on n'aime pas. Ça va être les épinards, les ngarenga. Donc, manger beaucoup de fruits et légumes. Une cuisine vapeur. En fait, une cuisine qui n'agresse pas la nourriture et qui maintient les nutriments. Je me rends compte que quand je mange de cette façon-là, j'ai moins de douleurs. Et si je devais prendre 2 antidouleurs, 2 comprimés, j'en prends une. Donc, c'est vraiment, pour moi, les 3 axes qui m'aident au quotidien. Mais au Burundi, c'est difficile de manger correctement. Vraiment, moi, c'est très compliqué. Je n'arrive pas. Donc, il y a le sport. Et c'est intéressant. Donc il faut bien l'expliquer. C'est parce que c'est vrai. J'ai pris l'exemple du buffet burundais. Dans les réunions, dans les fêtes, dans les bars, chez les gens riches où on vous sert toute une assiette une table, des frites, le riz, haricots, pas à l'huile rouge, l'huile de palme. Et ça va, l'huile de palme, mais on vous met ça à tournesol, on dit que c'est très bien. En fait, on a tout. On a tout ce qu'il faut pour manger parce que nous, on a des légumes frais, on a tout. C'est notre façon de cuisiner. C'est ce qui nous fait, au fait, défaut. Bon, on ne va pas parler à la place des nutritionnistes, mais je pense que nous avons tout, mais c'est notre façon à nous de préparer. Bien sûr que une alimentation saine, une vie saine, améliore aussi beaucoup de choses. Dès que vous sentez une douleur que vous ne tolérez pas, un seuil de douleur que vous ne tolérez pas, allez consulter. Ne restez pas dans des suppositions, ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux, la voisine vous a dit, allez voir un spécialiste. Il peut arriver que le premier, deuxième, troisième, peut-être vous n'êtes pas satisfaite. Ça ne veut pas dire que vous souffrez pas. Continuez à chercher jusqu'à trouver les praticiens qui vous conviennent. Oui. Au personnel soignant, je dirais, c'est normal qu'on ne connaisse pas l'endométriose. Oui. Parce que même nous, voilà, on l'a appris. Mais ayez de la bienveillance. Ne chassez pas les éventuelles patientes. Parce qu'elle peut commencer par un généraliste ou d'autres domaines médicaux et d'atterrir chez le ou la gynécologue. Et enfin, je dirais aux autres femmes qui vivent avec ces douleurs-là, qu'elles soient diagnostiquées ou pas, oui. Vous n'êtes pas seule. Mais ça commence par soi, ça commence par vous. Appelez à l'aide, il n'y a pas de mal à se faire aider. Voilà. En tout cas, merci. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je profite de cette occasion pour vous remercier d'avoir accepté l'invitation de venir ici sur le plateau de la magazine. C'est avec vous. Oui, je parle de oui. Est-ce que tu veux un mot sur l'initiative de la magazine Santiboro? Alors, je vous souhaite beaucoup de courage parce que on en a énormément besoin. Il y a beaucoup de contenu de loisirs et ça, vraiment, ça a du sens. Et le fait que vous soyez un jeune, un homme, parce que j'aurais pu le dire dès peut-être le début, je suis féministe. Donc, vous êtes un allié. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des amis, des camarades. Ça va être porteur. Je vais partager. Je veux vous suivre maintenant et relayer votre travail et peut-être vous inviter à l'université, pourquoi pas. Oui, avec plaisir. C'est également Dr. Fastine.
Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous, ce n'est pas la première fois, vous étiez une amie de la magazine Santé Burundi. Vous êtes déjà habitué de notre plateau. Je pense que même si on vous invite, vous allez revenir. Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, c'est pas la première fois. Donc, quand vous m'aviez proposé cette invitation, donc je ne l'ai pas déclinée, même si mon timing fait défaut, mais je me suis arrangée d'être là aujourd'hui pour vous soutenir. C'est une belle initiative. C'est important. C'est important d'informer la population sur beaucoup de questions de santé. Et je t'encourage, te félicite parce que j'ai déjà vu aussi d'autres collègues sur ces plateaux qui sont venus parler d'autres maladies qui ne sont pas de la gynécologie. Je t'encourage, c'est très important. On n'a pas tout auprès des bureaux des médecins, consultations. Et sur les réseaux sociaux aussi, ils peuvent y passer des choses, des informations très intéressantes. Courage à toi et à toute ton équipe. À votre équipe, oui. Bravo. Magazine Santé Burundi TV. Ubumenyi ku magara yacu.